Bonjour à tous. Non, je suis pas là pour faire de la publicité pour mon entreprise. Je voudrais d'abord, dans un premier temps faire un constat qui me semble important pour vous dire, vous faire comprendre toute la désespérance qu'il existe aujourd'hui, bien évidemment chez de nombreux salariés, mais surtout aussi chez de nombreux syndicalistes. Je pense que le Parti socialiste a totalement tort et sous-estime totalement l'impact que peut avoir cette désespérance dans le monde du travail. Le même jour où très justement on réhabilite des grévistes de 1948, le même jour on organise un procès, c'est légitime peut-être par la justice, où le procureur traite des syndicalistes, quelles que soient leurs étiquettes, des syndicalistes, les traite de voyous, un emploi des termes totalement inacceptable. Je trouve que cette démarche me paraît être totalement contradictoire et doit être combattue. Je voudrais, pour pas forcément structurer mon intervention, rebondir sur deux remarques qui ont été faites. La remarque du travail, du partage du travail. Je tiens à dire que nous avons bien tort de croire que dans une entreprise, quand un plan social existe, le simple fait de ne pas licencier de personnel serait considéré comme étant un acquis social et une grande victoire. Mon entreprise, en 5 ans, a supprimé 12 000 emplois. 12 000 emplois. Bien évidemment, il y a eu des départs négociés, enfin il y a eu différentes mesures, il n'y a pas eu de licenciement sec. Et tout le monde semble considérer que nous avons donc franchi un grand pas social en évitant ces licenciements. Il y a 12 000 emplois qui ont été perdus. Il y a 12 000 jeunes qui ne pourront pas rentrer dans notre entreprise. Comment allons-nous, dans toutes les entreprises aujourd'hui, on supprime des postes. Bien sûr, on n'ose pas licencier, quoique. Mais souvent, on dit qu'on ne licencie pas. Ce sont des dizaines de milliers d'emplois qui sont perdus et qu'on ne retrouvera jamais. Une autre chose concernant l'Europe et l'Europe sociale. Un autre témoignage à travers mon entreprise. Tout le monde souhaite que l'Europe sociale se construise. Nous sommes dans une situation tout à fait concrète et depuis de nombreuses années maintenant. Nous sommes dans une entreprise européenne qui s'appelle Air France KLM. Aujourd'hui, le droit social entre des gens qui travaillent quotidiennement ensemble sur des projets technologiques communs, sur des missions communes, n'ont absolument pas les mêmes droits. Un simple exemple pour bien vous faire comprendre. Nous avons nos fameux CE, CCE. Eux, pour leur part, ont ce qu'ils appellent des World Council, qui est l'équivalent. Le World Council de KLM a un droit de veto sur des décisions stratégiques ou industrielles qu'ils considèrent comme étant inacceptables. Ils utilisent ce droit de veto, ils en ont bien raison. Pour notre part, nous, en tant que CE, CCE, nous n'avons le droit que de donner un avis. Il y a rapidement une consultation et globalement, la direction de l'entreprise s'en tape totalement. Il est temps pour construire des entreprises européennes, pour faire que l'Europe sociale ait un sens. Il est temps d'arriver à une harmonisation sociale par le haut et le plus rapidement possible, parce que l'Europe des entreprises se crée et l'Europe sociale, elle, est toujours bien absente. Et une dernière chose, mais qui est importante, ça concerne, tout le monde a entendu parler d'Air France ces derniers temps. Tout le monde considère qu'Air France est une entreprise qui connaît des difficultés. Une simple petite précision, Air France a tout le monde fait des bénéfices en 2015. Alors, la réponse classique, la réponse médiatique, là aussi les médias savent très bien faire les choses. Les problèmes d'Air France, c'est très simple, c'est que tout simplement, les agents d'Air France sont trop payés. On serait trop payé par rapport aux gens de Lufthansa, de KLM, et bien évidemment, on est beaucoup trop payé par rapport aux entreprises des low cost. C'est clairement une erreur de diagnostic. C'est qu'on a d'abord nous-mêmes accepté, à travers des accords, d'augmenter notre productivité de 20%, ce qui est tout pas la minceur du trait, c'est des sacrifices importants en temps de travail, salaire. Ce qu'on ne dit pas, c'est que si Air France ne va pas aussi bien, entre guillemets, pour aller mieux, c'est que tout simplement, et j'ai presque envie de dire,
grâce au gouvernement, ou en tout cas en symbiose avec la politique gouvernementale, c'est clairement le choix de l'austérité qui était faite dans l'entreprise et non pas celui de la croissance. Tout simplement, il était plus urgent de nous baisser nos salaires pour rembourser de la dette, plutôt que d'un limite d'accepter des sacrifices, voire pour faire des investissements. Je vais vous donner deux petits exemples qui peuvent peut-être vous parler. Air France, grande compagnie qui veut être l'une des meilleures mondiales, est une compagnie qui n'a toujours pas, ça va être anecdotique, la Wi-Fi à l'intérieur de ses vols long courriers. Ça coûte 50 millions pour une entreprise qui fait 25 milliards de chiffre d'affaires, c'est tout de même pas la fin du monde. La conséquence, c'est que tout simplement les hommes d'affaires qui sont à la base de ce que nous on appelle l'optimisation de la recette unitaire, donc de nos bénéfices, préfèrent tout simplement prendre les autres compagnies plutôt que de prendre la compagnie Air France. C'est donc un exemple. Même chose, et je terminerai par là, même chose, nous sommes la dernière compagnie européenne à utiliser un avion, même s'il est américain, le Boeing 787, qui est malgré tout très adapté à une partie de nos parcours. Nous sommes la dernière compagnie européenne à prendre des 787 qui sont peu consommateurs d'énergie, qui offrent beaucoup d'avantages, notamment la Wi-Fi directement, et qui sont très concurrentiels. C'est un choix qui a été fait au niveau d'entreprise que toutes les organisations syndicales ont combattu parce que ça pèse sur nos recettes, ça pèse sur les bénéfices d'Air France. Comble l'ironie, les 3 représentants de l'État, membres du conseil d'administration d'Air France, ont voté contre l'implantation, contre l'achat des 787, parce que tout simplement, ils considéraient qu'il fallait soutenir la politique du président qui était à l'époque de Gignac, l'ex-chef de cabinet de Lagarde, spécialiste grand financier et spécialiste du redressement des entreprises à travers des suppressions en place, des suppressions de postes. Donc là aussi, je pense que, et c'est pour ça que le programme de Marie-Noëlle là-dessus doit être très clair, il faut absolument que l'État reprenne son rôle d'État stratège dans des grands domaines d'activité où ses positions, ses choix, à travers la fiscalisation, à travers le vote qu'il émet dans les conseils d'administration où il a des représentants, soient basés sur le développement industriel, la croissance des entreprises, et non pas le soutien à des plans d'austérité réalisés par des PDG qui ne sont que des PDG financiers au lieu d'être des PDG industriels. Donc voilà, je pense que à travers une entreprise et à travers tous les autres témoignages, je pense que tout ça s'articule dans les propositions que Marie-Noëlle fait dès à présent et qu'elle affilera au fil de nos soutiens, de nos interventions.